Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne fin de mois d'août, amis lyonnais. Tout d'abord, un petit terratum, vous avez raison, parce que je fais les éditos de tête de mémoire, donc je n'ai pas toutes les données chiffrées, je ne fais rien d'écrit, je n'ai aucune note. Certains l'ont rappelé, en effet, Randal Kolo Muani a coûté bien moins que 150 millions d'euros au Paris Saint-Germain, donc c'est une erreur de ma part. Il aurait coûté 85 plus 5 a priori, selon les données qui varient selon les économistes du sport, mais ce qui est bien trop cher par rapport à sa valeur marchande réelle, mais bon, peu importe. En tout cas, il a coûté au moins un tout petit peu plus du double que Barcola. Bradley, ce qui n'enlève absolument rien à mon argumentaire qui était que l'Olympique Lyonnais souffre d'un déficit de branding, donc de réputation, sur le marché des transferts. Voilà, je le dis juste comme ça et je pense pas me tromper. Je pense pas que Randal Kolo Muani ait cassé la baraque significativement pour valoir 2 fois le prix de Bradley Barcola quand il est arrivé de Francfort après son passage très mitigé à Nantes. 2 fois, donc bon, tant mieux pour Francfort qui a très bien vendu. Au passage, il a coûté quand même 10 millions d'euros de plus à minima que Erling Haaland. Voilà, je dis ça comme ça, mais j'ai rien dit. Donc c'est des tradings très suspects. Dans les chiffres, c'est très bizarre. J'ai un autre thème aujourd'hui complètement différent, beaucoup plus. Alors il y en a qui vont dire t'es pédant, t'es prétentieux, t'es ce que tu veux. Moi je m'en moque, je veux prendre de la hauteur. Ceux qui aiment, ils suivent. Ceux qui n'aiment pas peuvent critiquer. Je vais prendre un peu de hauteur et d'analyse un peu politique, philosophique sur qu'est-ce que l'Olympique Lyonnais en 2024. Alors moi, je supporte l'Olympique Lyonnais depuis 1996. Ça veut dire que ça fait pas loin de 30 ans que je supporte ce club. Et ce qui est bien dans la vie, c'est pas être cantonné aux chaînes d'information, c'est-à-dire le nez dans l'info, mais d'essayer de prendre une certaine hauteur de vue de temps en temps pour pas être comme sur certaines chaînes d'info continue dans l'épiphénomène de la seconde ou de la minute qui vous empêche finalement d'avoir un recul. Et souvent, on met en scène des actualités, et d'ailleurs ça vaut également pour le football, complètement focalisées sur des sujets alors qu'on occulte d'autres sujets. C'est ce qu'on appelle la fonction d'agenda setting en journaliste. C'est-à-dire que vous allez mettre le spot lumineux sur un phénomène et vous allez passer sous silence plein de phénomènes. Par exemple, en ce moment, on passe beaucoup sous silence Anthony Lopez, l'Olympique Lyonnais. Pourtant, je pense qu'au bout de près de 10 ans titulaire dans les buts et plus de 300 ou 400 matchs, pas loin, je pense. J'ai pas mes notes encore une fois. C'est quand même... on pourrait avoir un journaliste qui l'interviewe, qui se dit... passer de numéro 1 à presque numéro 3, qu'est-ce que ça fait t'es né à Givors, t'es lyonnais. En plus, lui, il adore ce maillot, quoi. Vous le savez très bien. Personne n'a l'idée chez les journalistes d'aller... parce que ça n'intéresse personne. Parce que le public, il veut du cuit tout de suite, du sucre et du gras. Il veut tout de suite du sucre et du gras par fainéantise intellectuelle. Je suis cash, je vous le dis, c'est de notre faute aussi. Enfin, je me sens un peu moins responsable que d'autres. La fainéantise intellectuelle veut du croustillant. Veut qu'on parle de Cherki, veut qu'on parle de Aulas, veut qu'on parle de Textor et veut qu'on parle de ce qui fonctionne bien ou pas. Donc des pépites, des présidents, de Pierre Sage, voilà. Donc on va à l'essentiel et on va surtout sur les clashs. Qu'est-ce qui peut faire clasher les gens? Qu'est-ce qui peut faire polémiquer les gens? Moi je m'en fous, je suis pas là pour faire polémiquer, ni Thomas d'ailleurs. On est là pour éclairer chacun son opinion. Moi, j'ai une opinion très proche de celle de Giuliano et de Constant que je ne connais pas par ailleurs. Mais on va dans un sens où je pense que c'est la direction qui est le bras armé d'une institution et que la direction donne le tempo. Comme le commandant en chef dans la Constitution américaine est le président et il donne le là. Donc, à un moment donné, à l'Olympique Lyonnais, moi, on peut me faire croire ce qu'on veut. Celui qui donne le là, c'est le président. On a eu un excellentissime président qui a développé, avant de rentrer dans une ère business pure, Jean-Michel Aulas, et qui n'a peut-être pas vendu à temps ou à la bonne personne le bon club. Bon, je pense que lui-même en est convaincu. Maintenant, son développement inéluctable, en plus le fait qu'il soit de l'Arbrel, de Lyon, de Villefranche, de ce que vous voulez, donnait une légitimité et un supplément d'âme, même si c'est un businessman de conviction et de défense d'intérêt à ce club. Ce que manifestement n'a pas John Textor. Donc là, j'arrive à mon édito. Je suis désolé, ça a été un tout petit peu long, ces 5 premières minutes. Universalisme, localisme. Air Netflix ou particularité culturelle. Avec John Textor,
vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que cet homme n'aime pas l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas possible. Alors, il peut coller un sticker, ce que vous voulez, mettre le maillot. Déjà, il ne parle pas français. Il dit lui-même que sa mère est française. Donc, sa mère est française, il ne parle pas français. Donc, ça prouve son manque d'ouverture déjà aux choses des lettres et à la culture d'autrui. Bon, ça, c'est un fait. Alors, ça peut être un très bon businessman, ça, j'en doute pas. Acheter un club français, ne pas parler un mot de français, sachant qu'on a un des deux parents français, pose un personnage. Après, je ne juge pas, c'est juste un fait. Voilà, ça pose un personnage. Il a 3 clubs, il a voulu racheter un club au Portugal, un club aux Pays-Bas avant Lyon, donc je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus les noms, je crois qu'il y avait Benfica et Alkmaar, si je ne me trompe pas, ça a échoué. Il avait racheté Depart Palace, il avait racheté Botafogo, il a ensuite racheté Molenbeek et Lyon, après ses échecs au Portugal et aux Pays-Bas. Moi, cette idée de multipropriété me pose profondément question, sachant qu'un club, c'est quelque chose de fermé, un club. Vous savez, ça vient des fameuses societies britanniques. Ce sont des clubs fermés, souvent de cooptation. Le club, c'est ça, un club, c'est privé. Et on y croit. On prête des serments, on y croit. Voilà, ça vient un peu des sociétés étudiantes britanniques, des clubs un peu huppés de la bourgeoisie. Ça vient de là. Hein. C'est des salons littéraires à la Révolution. Donc en fait, un club n'est pas quelque chose de public, c'est quelque chose de privé, à laquelle on a une adhésion et on a une reconnaissance des membres. Voilà, c'est pour ça que vous avez à Madrid encore les socios, Florentino Pérez. Ok, il est président, mais il est socios. C'est un membre mis sur un piédestal pour un temps, mais c'est un membre du club. Là, vous avez quelqu'un qui débarque, qui n'a aucune culture du pays, qui n'a aucune culture de la ville, qui achète des clubs à tout va, à droite, à gauche. Et là, la question, c'est l'universalisme netflixien contre le localisme. Alors, je veux pas faire le vieux con, le patriote à 2 balles et tout, je m'en fous. Qu'est-ce que l'Olympique Lyonnais en 2024 ? Il est propriété d'un homme d'affaires américain qui n'habite pas là, qui ne connaît pas Lyon, qui ne connaît pas la culture lyonnaise, française, qui ne s'y intéresse pas spécialement. Et vous aviez avant un homme comme Aulas qui était quand même un local. Alors moi j'ai beaucoup râlé sur la fin, et comme plein de supporters, honnêtement je suis pas le seul. Mais la question philosophique, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce club dans les années à venir ? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors on peut râler, être dans l'épiphénomène, et Thomas, il est comme un journaliste, il commente au jour le jour ce qui arrive au club, les coulisses, les mercatos, les médias. Moi j'essaye de donner une analyse. Constance pose pas mal de questions là-dessus aussi, je l'écoute, force à lui d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de ce club ? Quelle identité, quelle direction on veut lui donner ? Parce qu'il se trouve que là, on ne sait pas au niveau sportif, mais on ne sait même pas tout court au niveau de l'institution ce qu'on va en faire. Tout court. Alors aujourd'hui, on est dans l'ère Netflix, c'est-à-dire qu'on a un grand catalogue de joueurs comme on a un grand catalogue de séries. On ne sait plus, toutes choses étant égales par ailleurs, on prend un joueur, on le remplace par un autre, on prend un joueur, on le remplace par un autre. Ça vaut à Lyon comme à Marseille, je crois qu'il y a eu pas loin de 170 transferts en 3 ans à Marseille, c'est un truc de dingue. On est rentré dans une économie pure, un business pur, comme disait l'équipe du soir il y a 2 jours, il y avait un excellent débat là-dessus, je vous invite à aller le revoir. Il y a des catalogues de joueurs, on prend un mec, on le remplace par un autre, ça n'a ni queue ni tête. On est bien loin de l'ère quand même des Francesco Totti, on est bien loin de l'ère des Steven Gerrard, on est bien loin de l'ère des Paolo Maldini, alors, qui étaient des locaux et qui faisaient quand même une grande partie de leur carrière dans le club. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire un club de foot en 2024 ? On a un catalogue de joueurs proposés par des agents, on vend un mec, on rachète un mec plein tube, qui parle français, pas français, on s'en fout, il est là 6 mois, 3 mois, 1 an, ça n'a ni queue ni tête. Alors on se dit, est-ce qu'on mettrait pas en avant le centre de formation de l'OL qui est quand même excellent ? Pas de bol, cette année, on met sur la liste, plus ou moins des indésirables, des purs et durs lyonnais, Maxence Cacré, Ryan Cherki, Anthony Lopez, ce qui reste en gros avec Lacazette et Tolisso, du centre de formation. Là, on est dans l'univers Textor. Et moi, honnêtement, la question que je me pose, c'est ce Netflixeur mondial qu'il est, ou le village global où il est partout chez lui, parce que finalement, il est chez lui à Miami, à Bruxelles, à Rio ou à Lyon. Il n'a, dans sa conférence de presse de rachat, en juin 2022, il n'a strictement rien expliqué. J'avais dit à Thomas à l'époque, mais attends, bon, au-delà des complexités financières, et j'y crois pas du tout à son projet financier, je ne comprends pas quel sens il donne à ce club. Je ne comprends pas. Quand vous voyez aujourd'hui quelqu'un comme Rio Mavuba,
ou Paul Bass qui veulent reprendre une licence pour aider leur club Bordeaux qui descend en National 2, là ça fait sens. Aujourd'hui, vous êtes un peu comme l'Empire romain qui traverse cette espèce de crise de foi, c'est-à-dire d'avoir trop mangé. Là, je lis un livre sur l'Empire romain, je l'avais dit la dernière fois. Il est obèse de ses conquêtes. À un moment donné, Rome, qui n'a pas inventé grand-chose, hein, il a beaucoup copié aux Grecs et pris aux Égyptiens et ailleurs ou autres, est arrivé en crise de foi. Et vous avez quelqu'un qui est arrivé et qui s'est dit comme Octave, hein, ou Jules César, il va peut-être falloir qu'on fasse autre chose de nos conquêtes que d'aller prendre systématiquement la Gaule, que d'aller prendre systématiquement l'Égypte, que d'aller prendre systématiquement les autres pays, ou Athènes, ou ce que vous voulez. Parce qu'à un moment donné, il débarquait, il pillait, il prenait la population locale, il les mettait pour en faire des soldats, mais il leur donnait ni la citoyenneté, ni autre chose. Et il levait l'impôt. Donc il y a le gars local, il prenait les impôts et tout, donc il n'en faisait rien. Et là, vous avez typiquement pour moi une crise de la République romaine. C'est arrivé, voilà. Et après, vous débarquez sur ce qu'on appelle la dictature à Rome. Alors, ça n'a rien à voir. Hein. On compare pas dictature romaine au siècle, quelques siècles avant Jésus-Christ aux dictatures modernes. Ça n'a ni queue ni tête. C'est le nihilisme. Le projet Textor est dans le nihilisme philosophique, dans le nihilisme de conquête de cet homme qui veut posséder pour posséder des clubs, multiplier les conquêtes. On vend Palace parce qu'il a pas assez de parts, il a que 40%. Pour racheter un autre club Everton, et là où moi je râlais, c'était mon édito de la dernière fois, pourquoi racheter un club de foot des centaines de millions d'euros, Everton, je ne connais pas le prix, pour au final avoir un déficit structurel dans le mercato lyonnais, qui nous met en péril sportivement, parce que qu'on le veuille ou non, je pense que Thomas a raison, Pierre Sage est responsable, mais le mercato pèse très lourd. Très très lourd dans la tête des joueurs. Je ne sais pas si je suis là ou pas là, si le copain est là ou pas là, et donc nos résultats sont pourris. Cet univers netflixien de conquête romaine, il a rien inventé, hein, les Américains n'ont rien inventé hein, là-dessus, propre à John Textor, que je ne connais pas, qui est certainement un très bon businessman, me pose question au sens où je ne comprends rien à cette galaxie, je ne comprends pas le sens de l'histoire, de la trajectoire et du futur de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. L'histoire, je la comprends, pardon, mais où va le gouvernail? Où va ce club? Je ne sais pas. On peut commenter tant qu'on veut Pierre Lègue, Cherki, Cacré, Tolisso, Lacazette, le centre de formation. Tout ça n'est un épiphénomène dans l'univers de Textor qui peut être balayé d'un revers de main comme on se refait aux cartes. Ça n'a pas de sens. Le Real Madrid, ils essayent, à grands moyens financiers certes, mais de donner une direction. Florentino Pérez, je vous invite à lire un SoFoot d'il y a 2-3 ans de 100 pages sur le centenaire galactique, magnifique, hein, plus de 160 pages. Il y avait Big Flo, l'influenceur dans les ministères à Madrid. Big Flo veut que le Real soit plus grand que son propre pays, l'Espagne. Alors, il y a une mégalomanie chez cet homme, évidemment. C'est l'un des plus grands présidents qui ait jamais existé, avec Pinto da Costa certainement, avec Jean-Michel Aulas. On fait partie des très grands qui ont marqué leur club, mais qui ont marqué au fer rouge, quoi. Ou De Laurentiis à Naples, voilà, vous marquez au fer rouge, ou Berlusconi, même si on n'aime pas à Milan, ou Tapie, allez, on va faire Tapie pour ceux qui aiment Marseille, voilà, même s'il y a des choses très contestables. Ce sont des gens qui ont marqué au fer rouge un club. Mais là, qu'est-ce qu'on va retenir de Textor au final? Qu'est-ce qu'on va retenir? Et je pense que Jean-Michel Aulas, au-delà du business pur, parce que c'est un excellent businessman, d'ailleurs qui fait beaucoup de business encore aujourd'hui, je pense qu'il a quand même le cœur qui saigne un peu noir de voir ce qui est en train de devenir le club qu'il a vendu. Évidemment, il a des impératifs, il n'allait pas lâcher pour 0 €, je me mets à sa place. Il n'avait pas 10 000 offres, c'est la réalité du foot moderne. Le Covid est passé par là, il y a moins de transferts, c'est moins cher, les mouvements de joueurs sont plus complexes, les droits télé sont beaucoup plus complexes à obtenir, on le voit avec l'affaire LFP. Ça change, il était temps pour lui de vendre, il a eu une offre, ça a mis quand même, n'oubliez pas, le deal a été très très lent à se conclure, hein, entre le moment où on a rallongé les délais de 6 mois et tout, et les actionnaires de Pathé avec Sédou et d'IDG mettaient la pression concrètement sur Jean-Michel Aulas pour que ça se fasse. Il a failli y avoir à quelques jours près une rupture de deal hein, avec John Textor. Et là aujourd'hui, c'est vendu, mais je pense que Jean-Michel Aulas, je ne le connais pas, mais connaissant le personnage pour l'avoir vu très longtemps à la télé, à la radio, je pense qu'il a le cœur qui saigne noir. Noir. Alors bien entendu, il a un devoir de réserve, il va pas hurler, il va pas parler sur Textor dans tous les sens, mais on ne sait rien. Qu'est-ce que l'identité lyonnaise aujourd'hui? Pour moi, ça me rappelle un article de Sciences Humaines que je suis en train de lire. Le Monde,
à l'ère globalisée, la culture à l'ère Netflix, diversité ou uniformisation. Voilà, là on a une uniformisation, on a un catalogue de joueurs, on a un propriétaire multipropriétaire qui connaît pas grand-chose de Lyon, je pense qu'il arrive à peu près à situer l'aéroport sur une carte et le stade. C'est dingue ce qui est devenu ce club. Moi honnêtement, posez-vous la question, je sais que vous êtes lyonnais, vous aimez l'OL parce que Juninho a fait, Coupet a fait, parce que Wiltord a fait, parce que Malouda a fait, parce que Abidal a fait, parce que Lisandro Lopez, parce que Lacazette, chez les récents, ou Lopez ont fait des choses. Mais combien de temps, dans la tête des jeunes, ça va tenir cette fable ? Pourquoi êtes-vous fan de l'Olympique Lyonnais ? Soit parce que vous êtes un local et vous aimez ce club, soit parce que vous avez vu des grands exploits, comme certains ont vu des grands exploits de Paris dans les années 90 ou de Marseille. Voilà, donc votre vocation à être supporter de l'OL peut être altérée par l'uniformisation voulue par John Textor et une galaxie mondiale. Ça vaut pour Lyon comme pour plein de clubs, hein, cette affaire. Le foot business est-il en train de tuer la vocation politique qu'ont ces clubs presque à la fin ? D'identité, de fierté, de valeur. Comme disait Constant, les valeurs de l'OL, c'est quoi ? Les valeurs de l'OL, c'est on perd souvent. Mais on lâche que dalle. C'était ça l'époque Coupet, Wiltord, Abidal. Même quand on rencontre un os, les mecs en face, ils bombaient pas le torse. Parce que tu tapais pas l'OL comme tu voulais. C'était ça la grande époque de l'OL, on le sait tous. C'est ça qui a fait la fierté de l'OL, c'est qu'il y avait une histoire ascendante, faite à la base de Sassus, de la Montagne, dans les années 90, je sais pas si vous me souvenez de ces joueurs, Delmotte, voilà, des mecs qui lâchent pas. Et après, on a eu des mecs comme Coupet, des Duromal, même s'ils venaient de l'ennemi, des Duromal qui faisaient mal, qui se prenaient la tête avec Dorasso dans le vestiaire. Dorasso qui faisait un peu sa diva, hein. Bon, c'est pas nouveau, même s'il a du talent. Et ben à l'époque, c'était coup de tête contre Coupet, quoi. Ça s'est fini comme ça, voilà pourquoi il est parti un petit coup aller se balader à Bordeaux, en prêt, Dorasso à l'époque, si vous vous souvenez. Parce que les attitudes de diva, à l'époque, n'étaient pas tolérées, et le vestiaire l'a fait comprendre à Vicage Dorasso. Ah, malgré tout le talent qu'il a, Dorasso, ça n'empêche pas. Voilà, un mec comme Coupet, il posait, et il n'y avait pas besoin de Paul Le Guen ou de qui voulait pour résoudre les problèmes à l'époque. Alors, c'était pas Paul Le Guen, je crois que c'était peut-être encore Lacombe, hein, à l'époque, l'entraîneur. Mais il y avait des valeurs dans un vestiaire. Il y avait des valeurs. On rentrait pas à l'Olympique Lyonnais sans ces valeurs. Aujourd'hui, vous venez à l'Olympique Lyonnais, vous savez même pas ce que... Je pense que les mecs savent même pas ce que c'est ce club quand ils signent. Ils parlent pas français, ils s'en foutent, mais ils s'en battent. C'est un club, c'est là 3 mois, t'es un deal, t'es un morceau de l'été, hein, comme Taylor Swift, t'es un morceau, et tout, 3 mois après ça va pas, je me casse. Voilà, c'est typiquement ce qui s'est passé avec Karl Toko Ekambi quand il a mis un shoot dans une poubelle. Il savait qu'il ne rejouerait pas, il est parti, tant mieux pour lui, hein. Mais c'est je viens, je repars, je me balade, c'est dingue. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on supporte l'OL? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Parce que c'est long, hein, le tunnel. Moi, je pensais sortir du tunnel après la relâche parce qu'on savait que la fin était compliquée. Comme dit Thomas, ça s'est mal goupillé et c'était long la fin avec Ponceau, Olas et tout. C'était chiant, c'était long. Lui-même le savait que c'était usant. Et vous vous retrouvez avec ce mec et on sait très bien que c'est Netflix. Vous pouvez avoir Balzac en même temps qu'une pauvre daube à côté lunaire de romance. C'est-à-dire, voilà, c'est ça le catalogue Netflix. Des pépites, quelques pépites d'or, au milieu d'un flot inconsistant culturel et civilisationnel. Voilà notre civilisation. Voilà ce qu'on propose aux jeunes. Voilà ce qu'on propose aux gens. Toutes choses étant égales par ailleurs, c'est comme ça qu'arrive le nihilisme. À un moment donné, à force d'avoir du nihilisme, vous pouvez créer du genre qui fout avec la section OL, et il n'y a plus de sens des compétitions. L'UEFA et la FIFA poussent aussi à ce que plus rien ne fasse sens. En Italie, je peux vous dire, pour connaître les Italiens un petit peu pas mal, ils sont très en colère. Parce que eux, leur club, ils l'ont tatoué sur toutes les guibolles ou tous les bras. Je peux vous le dire, hein, vous vous baladez en Italie, le tatouage de Milan, de l'Inter, de machin, de truche-muche, c'est ancré. Mais quand vous avez un propriétaire chinois qui achète, qui revend, qui machin, mais ils vont moins loin parce qu'ils peuvent moins se le permettre. Je pense en Italie, en Espagne, mais en France, alors là, c'est open bar. C'est open bar. L'identité culturelle des clubs est faible parce qu'on a gagné peu de Coupes d'Europe. Et ils le savent, les mecs qui viennent. Ils le savent. Que ça soit à Strasbourg, que ça soit à Lyon, que ça soit à Troyes. C'est des multipropriétés, ça rime à que dalle. Et ça fait pitié presque. On fait presque pitié. Et on en vient à se dire, est-ce que si demain ce club meurt, comme se meurent un peu les Girondins, est-ce que ça va affecter le cours du monde, même le cours de la ville, le cours de la région? Je me pose vraiment la question. Voilà, donc c'était un petit peu long. Désolé, j'ai fait... Je suis un peu absolutiste, hein, je suis pas relativiste, hein, dans mon truc.
J'avais vu venir la fin d'Olas, parce que là, vous pouvez me le dire depuis plusieurs années, j'avais senti le vent. Alors, ouais, t'as toujours raison. T'es dans les oracles grecs, tu lis dans l'avenir, tu vas voir les Pythies et tout. Non, mais attendez, il suffit de poser les faits, vous prenez les journaux, vous prenez les articles, vous les cumulez, tac, 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 et vous voyez une trame de fond, une lame de fond. Et la lame de fond, c'est que Textor, ça peut pas marcher. C'est une lame de fond. Le mec qui essaye de me dire, ouais, ça y est, la mouche à merde revient, la merde pue. Mais c'est pas moi qui crée la merde des cocos. Alors peut-être que je suis la mouche à merde, si ça vous plaît. En l'occurrence, elle a une fonction sociale comme la fourmi ou l'abeille extrêmement importante, la mouche, parce qu'elle mange la merde et elle mange les cadavres. Donc si elle est pas là, je peux vous dire que le monde serait une énorme poubelle. Donc merci la mouche, merci le bousier et merci les fourmis, merci tous les charognards dont je fais peut-être partie, parce qu'ils ont une fonction éminemment plus importante que les commentateurs que sont par exemple d'autres animaux. Donc voilà. Mais c'est pas grave, hein. La mouche à merde, c'est peut-être moi. Tout simplement parce qu'il y a une énorme merde. On est dans les écuries d'Augias, là. Ça sent mauvais à tous les étages. Et c'est pas parce que Jean-Michel Aulas est parti, on s'est dit, ah, ça y est. Jean-Michel est parti. Bon, il avance en âge. Je pense que son projet, il est pas con du tout comme mec, hein, loin de là. Parce que lui, il a une vision sur les choses. Bon, après, des fois, ça marche comme le foot féminin où ça marche pas. Globalement, c'est Nix qu'il a fait pour Lyon, c'est à 90% positif, et bah, il y a les 10% de la fin. Et le plafond de verre des milliardaires qu'il a pas pu suivre. L'arrivée des pétrodollars et tout, il a pas pu suivre, il le sait. Il est pas fou, il le sait. L'entrée dans le stade, tout s'est mal goupillé à la fin. Il y a pas de statut pour lui à l'entrée du stade, je trouve ça déplorable. Sans lui, on n'est jamais l'Olympique Lyonnais. On n'est jamais ce qu'on est aujourd'hui. Mais il faudrait pas que ce qu'il a créé pendant 35 ans disparaisse du jour au lendemain et qu'on revienne dans l'anonymat de la Ligue 2. Avec 2 Coupes de France. Il faudrait jamais que ça revienne. Et ça, on y va tout droit. Je vous le dis. Alors après, on peut me parler de Pierre Sage. Mais Pierre Sage, il va partir, on le sait, c'est déjà acté. J'ai déjà l'épisode 3 de Thomas, là, je l'ai déjà le truc. Et ça y est, je l'avais dit, Pierre Sage est parti. Mais on le sait qu'il est déjà parti, Pierre Sage, c'est déjà cuit. C'est déjà cuit, c'est un théoricien du football, c'est un philosophe, c'est un professeur du football. Ce n'est pas un entraîneur. Voilà, il a une conception mathématique du football, c'est un mec qui est dans des centres de formation. Ou même mieux, à l'INF Clairefontaine, à expliquer aux entraîneurs comment entraîner. Lui, il serait mieux là. Voilà. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que va devenir l'OL ? Qu'est-ce que va devenir l'OL dans 6 mois, 1 an, 2 ans ? Alors, tant que les institutions défendront l'OL, parce que la DNCG, clairement, moi, je le pense. J'ai pas dit que j'avais raison, je le pense. C'est une opinion. Lève un peu le pied quand c'est certains clubs. Et beaucoup moins regardant quand c'est d'autres clubs. Parce que l'OL est une institution qui compte en France. On ne peut pas la sanctionner. Ils l'ont sanctionné. Ça a failli virer carnage Ligue 2. Ils ont beaucoup levé le pied quand même depuis. Quand on vous annonce au mois de juin qu'on doit 100 millions d'euros de vente, c'est ce qu'a promis John Textor, Thomas me dit c'est pas clair. Bah si, c'est clair. C'est que tu dois vendre. Entre tes achats et tes ventes, tu dois dégager 100 millions de plus de positifs. Donc tu peux acheter pour 200, mais il faudrait que tu vendes pour 300. Voilà, l'occurrence, on n'y est pas du tout. Voilà pourquoi ils ont créé un loft. Sauf que quand vous créez un loft, vous vendez les mecs 3 cacahuètes et demi. Que ce soit Ryan Cherki, que ce soit Lovren, que ce soit Lopez et tout. Ils ont un nom de contrat, certains, vous n'allez pas les vendre cher. Et vous rachetez en même temps d'autres mecs. C'est-à-dire que là, vous venez d'acheter pour 12 millions de mecs, un Congolais belge et un Américain. J'ai oublié les noms, excusez-moi. Moi, je sais plus, je suis peut-être vieux, mais c'est tellement comme à Marseille, la foire fouille, on sait même plus qui débarque, qui repart. Voilà. Moi, à un moment donné, j'avais Delmotte, il était là pendant 5 saisons. Il y avait Pierre Legge, il était là pendant 5 saisons. Réveillard était là pendant 10 saisons. Enfin, moi, c'était clair, quoi. Maintenant, c'est 6 mois. Donc, bon. Voilà, c'est pas grave. Le mec de Venistru, il va venir, il va repartir à l'Inter Miami derrière. J'en sais rien qui c'est, je m'en fous. C'est ça le problème. C'est qu'on doit 100 millions d'euros. On a promis 100 millions de ventes positives à la DNCG. On n'y est pas. J'ai pas l'impression que ça stresse ni les supporters, ni les journalistes. Bon, les journalistes, ils s'en foutent de l'économie. Les journalistes sportifs, ça fait longtemps. Mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout parce que l'OL, on sait que c'est une sentinelle protégée. C'est comme aux échecs. Voilà, vous avez une tour, elle est protégée, voilà, point. Donc, en fait, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de qui joue, tout le monde s'en fout du blé, tout le monde s'en fout du plan de jeu, tout le monde s'en fout de tout. Finalement, ce qui est intéressant, c'est ce que je dis, c'est les après-matchs. Avec Constant, Giuliano, Thomas, ou d'autres, désolé les mecs que j'oublie, je perds les prénoms des fois. C'est ça qui est intéressant, c'est l'opinion de vous, de tous les supporters. Voilà. Bon, l'ère Netflix, c'est sympa, mais au bout d'un moment, Netflix, quand vous avez fait le tour du catalogue, vous avez regardé votre série comme un abruti à fond pendant 24 heures, vous faites chier. Parce que vous avez l'impression d'un vide intersidéral. Vous avez déjà regardé une série Netflix en chaîne, en boucle, comme ça, puis après vous dites, merde, mais en cumulant là, mes 45 minutes fois 10,
Je viens de perdre 450 minutes. Ah ouais. Je viens de perdre 8 heures. Bon, à peu près. Bah oui, t'as perdu 8 heures de ta vie. T'aurais pu aller dormir. T'es en mode tu te reposes. T'aurais pu aller faire du sport, lire un bouquin, te cultiver, aller faire de la muscu, faire un truc qui te plaît, faire du bricolage, faire un truc bien construit qui te développe personnellement. Et voilà, avec Textor, on est dans l'ère du nihilisme. C'est-à-dire c'est comme une série Netflix, vous regardez. Vous vendez Jack O'Brien, qui était bien, qui avait envie et tout. Vous prenez un mec, je sais pas, qui vient de Nottingham, je suis sûr qui c'est, je m'en fous. 35 millions, a priori. Chris, on l'avait acheté 3 millions, les mecs, hein, comme ça, au passage. Il vaut 10 Chris, a priori. Mais ça n'a ni queue ni tête, ce projet. C'est un catalogue de joueurs, on prend, tiens, je change les couleurs du sol au plafond, j'ai pas en bleu cette année. Bah non, c'était en 3 mois, je vais repeindre en jaune. Bah ouais, c'est ça, l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. C'est ça. Et puis dans 3 mois, je repeins en vert. Et puis dans 4 mois, je repeins en violet. Et puis c'est ça. Et qu'est-ce qui reste? Un blason avec marqué OL et un lion. Voilà ce qui reste à l'Olympique Lyonnais. Donc un mythe, ça se crée, mais un mythe, ça se crée dans la stabilité. C'est ce que je disais à Thomas. Steven Gerrard, il n'a pas gagné en un jour avec Liverpool. Il a pas gagné le championnat anglais, hein, je vous le dis comme ça. Et il a mis 10-15 ans à gagner la Ligue des Champions. Pourtant, il est resté au club. Le Barça, ils construisent une équipe, ils essayent d'avoir cette ossature au milieu de terrain barcelonaise pour construire. C'est ce qui se faisait à Milan, quand ils ont ramené les 3 super néerlandais, Rullit, Van Basten et Rijkaard. Et ils restaient sur un plan quand même de plusieurs années pour essayer de construire une identité de jeu, des automatismes et tout. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça. Et là, l'OL, c'est un joueur aujourd'hui, comme Lopez, vous n'êtes pas prêt de revoir un mec qui va rester 10 ans, surtout avec Textor. Voilà, c'était mon opinion. Vous en faites ce que vous voulez. Vous aimez, vous n'aimez pas. S'il y en a qui n'aiment pas écouter, gagnez 20 minutes de vie. Gagnez 20 minutes de vie comme vous gagneriez... C'est un demi-épisode Netflix, mon écoute. Avec beaucoup de merde sur Netflix. Voilà. Mais honnêtement, vous aimez pas, vous écoutez pas, vous aimez. Si vous aimez la mouche à merde, qui remplit une fonction sociale et presque salvatrice pour la planète, je suis honoré d'être le roi de la mouche à merde, parce que je contribue quand même à au moins montrer que la merde existe. Donc au moins vous suivez mon doigt, hein, voilà. Comme disait l'autre, regarde mon doigt et l'idiot regarde le bout du doigt. Voilà, c'est exactement ça. Au moins vous regardez que je montre la merde. La merde, elle est énorme. Elle est énorme et gigantesque. Je suis triste de le dire, mais je suis pas nostalgique. Je préférerais que ça aille très mal et qu'on soit mauvais avec des joueurs pas bons, qui n'ont pas le niveau et tout. Là, c'est pas le cas. Les joueurs sont bons, comme dit Thomas. Le problème, c'est pas ça. C'est pas qu'on est dépassé. Des fois, vous jouez contre un mec qui est meilleur que vous. Vous dites, moi, j'ai perdu contre meilleur que moi. C'est pas le problème. Les joueurs sont très bons. Voire même certains sont excellents, comme Lacazette. C'est un très, très bon attaquant. Voilà, Ryan Cherki, alors il y en a qui m'en sont tombés dessus. Je pense que c'est un mec qui a un potentiel en 9,5 exceptionnel. Je ne suis pas sûr qu'il fasse une grande carrière, ça c'est mon opinion personnelle. Mais il avait quand même toutes les faits qui se sont penchés sur son berceau, comme Lionel Messi, quand vous m'avez dit le ballon de cette manière-là. C'est un don, il faut en faire quelque chose. Moi, perso, j'aurais 5% de son talent, je serais comme un fou. Mais il veut pas forcément, ça c'est son problème, voilà, ça c'est sa vie. C'est dommage. Voilà. Maintenant, on avait tout. On avait Tolisso qui était un très bon joueur, on avait Lacazette qui était un excellent joueur, Cherki qui avait un potentiel énorme, Cacré au début qui était un vrai 6 impactant avec des grosses courses à intensité. On avait soit du potentiel, soit des très bons joueurs, Lovren, machin, Lopez. Non mais, vous battez pas pour des fins de classement. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Si vous êtes mauvais, vous êtes dépassé par meilleur. Vous le reconnaissez, c'est presque une satisfaction. Parce que vous dites, au moins, j'ai été battu par Léo Marchand, j'ai fait une course avec lui. En 10 longueurs, j'en ai fait une. Au moins, il n'y a pas photo. Voilà. Mais là, c'est pas le cas. Vous êtes quand même compétitif sur le papier. Thomas a raison. Vous avez un bon coach, vous avez une bonne équipe, vous avez des bonnes individualités. Mais tout sonne faux parce que les mecs, ils croient pas dans le projet Textor, les joueurs non plus. Voilà. Parce que personne ne comprend ce projet. C'est une toupie folle. Voilà, donc à un moment donné, c'est presque plus inquiétant parce qu'on va vers le nihilisme. Le nihilisme, c'est quand il n'y a rien. C'est quand il y a la valeur des croyances en rien. Quand il fait une conférence de presse en juin 2022, et je termine là-dessus, après je promets, j'arrête, ça fait une demi-heure, j'ai appelé Thomas, j'ai dit, putain, il me dit, t'en penses quoi? Je dis, mais il a dit quoi? Il a dit quoi? Rien.
Reprenez sa conférence de presse quand il arrive. Vous êtes censé dire, voilà, moi, mon identité, ma vision, mes valeurs sont ça. Le mec, il a dit, moi, je vais vous parler de réalité. Je vais proposer une expérience sensorielle aux joueurs, aux spectateurs, avec une réalité virtuelle augmentée. Alors la réalité, elle est virtuelle, mais elle est diminuée. Voilà, ça c'est sûr. Allez, bonne journée à tous. Ciao.